Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. Quel que soit le moment, quel que soit le jour, bienvenue dans votre émission Tchou pour tête. Il y a une résonance particulière pour moi aujourd'hui parce que la fois dernière, j'étais un petit peu triste. Ma binôme n'était pas avec moi. Il fallait le dire, oui. Entre autres, heureusement, Jimmy était avec moi. Jimmy Lagoncourt, il m'a donné la force. On a parlé de la problématique de l'eau. Mais elle n'était pas avec moi. Comment vas-tu, Naoui? Moi, ça va super. Je vibre bien. J'avais hâte d'être là aujourd'hui. Donc, ça va nickel. D'accord, toi, tu vibres bien? Oui. D'accord, ok. Eh bien, la semaine dernière, on a parlé de la problématique de l'eau. On a fait 2 thématiques dessus avec Monsieur Ulrich Floral pour la première. La deuxième, c'était avec Monsieur Jimmy Lagoncourt. Et là, cette fois-ci, nous allons faire un appel à la terre. On n'a pas les tambours pour taper dessus, mais on fait un appel à la terre et on reçoit Monsieur Christophe Ney. Comment vas-tu, Christophe? Ça va très bien. Tout d'abord, la bienvenue. Merci beaucoup. Oui, m'a fait des éloges par rapport à ton travail, par rapport à ta mission. Non, mais on va voir ça aujourd'hui. Et de part également ce que j'écoutais en off, puisque l'émission a commencé avant même il était commencé. C'est vrai. Voilà, j'entendais plein de choses. J'étais un peu concentré par rapport au début de l'émission, mais j'entendais pas mal de choses. D'accord. Présente-toi, dis-moi tout. Je suis Christophe Ney, j'ai 36 ans cette année. D'accord. Je suis en train de faire une reconversion dans l'agriculture. Et l'appel à la terre, c'est précisément ce que j'ai reçu. L'appel à la terre. On réfléchissait au nom de la thématique et ce qui ressortait, c'était l'appel à la terre. Et tu viens de me dire. Donc, tu as 36 ans, tu as fait une reconversion vers l'agriculture. Voilà, c'est-à-dire que ça n'a pas été direct, mais indirectement, j'ai toujours eu ce petit appel de la terre pour me dire de planter une petite graine par-ci, planter une petite graine par-là. Et il y a eu un déclic à un moment donné de mon ancien travail où j'avais commencé à planter et j'ai perdu tout ce que j'ai planté. Parce que je manquais de temps, que j'étais trop occupé à m'occuper de l'entreprise du patron plutôt que de mon propre projet agricole, justement. Et ça m'a fait un déclic, ça m'a fait... J'ai eu l'impression de perdre mes enfants parce que c'est des greffes que j'avais faites. D'accord. Et j'ai dit, je veux plus que ça m'arrive, donc j'ai fait le choix d'arrêter le travail et de me consacrer à la terre. D'accord, ok. On va parler de tes techniques, je dirais, au niveau de l'agriculture. Toi, tu es plus dans la permaculture, plus dans... Tu es plus dirigé vers quoi? Vers quelle technique, technicité, je dirais? J'avoue que je suis plutôt autodidacte. J'ai vraiment appris avec mes parents, des amis qui sont dans le domaine, des professionnels aussi. Alors, tous les termes, je ne les maîtrise pas, mais on va dire le fonctionnement, je l'ai compris. D'accord. Donc, permaculture, j'en ai un peu compris l'essence. Donc, je fais un peu de permaculture parce que je n'ai compris, on va dire, la réalité réellement. Et les autres techniques, je les fais sans vraiment savoir ce que je fais. D'accord, ok. Alors, quand moi, je t'entends parler, et aussi en off, tu as parlé de la fête des mères, tu as mis en relation le fait de travailler la terre et la fête des mères. Et là, je t'entends parler de tes greffes, que quand tu disais que ça t'avait fait de la peine de les perdre, que c'était un petit peu comme si c'était des enfants. J'entends du relationnel avec la terre. Complètement. D'accord. Pour répondre à ça, c'est-à-dire que pour moi, les scientifiques ont leur version, pour moi, tout part réellement de la terre. C'est-à-dire que là, la fête des mères va arriver. Pour moi, la première mère que je dois fêter, c'est la mère nature. C'est grâce à elle qu'on a à manger, c'est grâce à elle qu'on a la vie, c'est grâce à elle qu'on peut bâtir, c'est grâce à elle qu'on peut quasiment tout faire. C'est grâce à elle qu'on respire. Donc, il y a une vraie relation entre la terre et moi, parce que j'ai mis le temps avant de le comprendre, mais on va dire que une fois que j'ai commencé à me mettre au rythme de la terre, j'ai compris que le vrai rythme, c'est lui, en fait. C'est celui de la terre. Parce que s'il fallait... on est tous là en fonction avec les distractions de la société, avec tout ce que ça implique. Et dès lors où on veut faire la terre aller plus vite que son propre rythme, elle nous le fait savoir. Elle nous le fait savoir, les maladies arrivent, on voit ça. que, par on voit exemple, tous les changements climatiques sont liés à ça. Voilà. La monoculture, même à petite échelle, on voit déjà les effets de la monoculture. C'est-à-dire qu'on plante un micro-champ de tomates, les premiers nuisibles arrivent. Ça, c'est les premiers nuisibles visibles. Donc, imaginons ceux qu'on ne voit pas, qui sont sous terre. Donc, très tôt, sans faire de recherche, sans avoir fait de grandes études là-dedans, j'ai vite vu ça. Et j'ai compris, du coup, c'est là où je me suis rapproché de la permaculture,
où j'en ai un peu, on va dire, j'ai fait quelques recherches dessus pour voir ce qui se faisait pour pallier ce problème-là. Alors, j'aime beaucoup quand tu parles de respecter le rythme de la Terre. Moi, ma croyance, c'est que réellement, vu que l'être humain fait partie de la nature, il vit en meilleure santé s'il vit au rythme de la nature. Même au niveau de, par exemple, de la micronutrition, on apprend que les aliments ne s'assimilent pas pareil à toutes les heures, qu'on a vraiment un rythme biologique en fait. Et à suivre le rythme de la société et non celui de la nature, on va à l'encontre de ce rythme biologique et on se retrouve avec des dégâts physiologiques au départ et ensuite des maladies. Donc j'aime beaucoup ta manière d'aborder la chose, aller en rythme. Et une question, depuis que tu suis le rythme de la nature, comment physiquement tu te sens? Physiquement, ça me ramène, on va dire, à moi-même, en fait. Ça m'apprend sur moi-même, on va dire. C'est-à-dire que une fois qu'on prend le temps de regarder la nature, c'est-à-dire que la nature fonctionne dans un certain sens, il y a une saison pour les oranges, une saison pour les mangos, une saison pour chaque chose, et le corps fonctionne pareil. Ça veut dire que le corps a besoin d'exactement ce dont la nature va donner au moment où ça le donne. D'accord. Ok. Et souvent, comme on est dans la surproduction, là, l'agriculture, on va dire, poussée, tout est au... Il n'y a plus de saison quasiment. Donc le corps, lui, il essaie de suivre ce rythme-là, mais il y a un des deux qui va détonner de toute façon à un moment donné. Soit c'est la nature, soit ça va être nous. Puisqu'on ne donne pas au corps ou à la nature ce dont elle a besoin quand elle en a besoin. Ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que au moment, par exemple, c'est la saison des avocats, c'est ça, c'est que le corps doit prendre ce que la nature doit lui proposer au moment. Pour moi, c'est ça. Au moment T, c'est-à-dire que panier avocat, par exemple, je veux dire des bêtises, panier avocat en octobre, eh ben, c'est pas une mauvaise chose non plus. C'est ça, parce que l'avocat, c'est très gras aussi, ça fait monter le taux de cholestérol, donc voilà. Okay. Ça a un sens, et ça arrive bien à un moment bien précis. Alors on n'a pas réellement de 4 saisons, mais ça arrive quand même à une période qui va préparer la suivante. Et effectivement, et quand je regarde un peu chronologiquement, au niveau du temps, la période de sécheresse qui tombe à la période de carême, Voilà. il y a peut-être moins de choses, mais qui correspond peut-être à un moment de jeûne. Donc il y a un côté de Exactement. spiritualité, un côté de nature, donc tout est lié d'une certaine manière. Tout est lié. Et c'est toute la leçon, elle est là en fait, c'est de comprendre que tout est lié et que la Terre n'est pas à notre service, c'est plutôt nous qui sommes au service de la Terre. Exact. Et on ne devrait même pas être ni l'un ou l'autre n'est au service de l'autre, c'est l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Tout à l'heure, là, On est la nature. Tout à l'heure, là, tu parlais de respect. J'ai même dit honorer également la nature, puisque la nature, c'est la vie. Comme la fois dernière, on parlait de l'eau. Lors de la thématique avec Ulrich, je te sentais vraiment dans l'émotion. Je ne vais pas te remettre dans cette... Là, on est apaisé. Voilà. Mais là, c'est-à-dire que quand on parle de l'eau, quand on parle de la terre, et qu'on la pollue, qu'on la souille, eh ben, c'est vraiment... C'est la vie qu'on dégrade. Et notre vie qu'on dégrade quand c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est même plus approuvé. Dès lors où on a commencé à dégrader nos sols, nos vies se sont dégradées. Et le boomerang nous revient, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est c'est tellement lié lié à la nature qu'une fois qu'on l'impacte, ben bam, derrière. L'effet boomerang. Et tu parlais de ça par rapport à l'exemple que tu parlais des tomates, Oui. par rapport à la monoculture, que tu disais qu'il y avait ce retour-là, que tu n'avais pas forcément appris, entre parenthèses, dans les grandes écoles, mais tu avais vu sur le terrain. Oui. Et on va revenir sur un exemple comme les tomates. Quels sont les effets néfastes qui reviennent par rapport à ça, La monoculture. par rapport à la monoculture? Ben, les effets sont que quand on... On va dire, quel exemple on pourrait prendre qui est assez... Il faudrait prendre un exemple qui soit... Dès lors où on rassemble, peu importe la chose, trop de choses, au même endroit, il y a des réactions qui vont se produire. On a vu le charançon quand tu parlais des parasites, du moins des parasites. Ce ne sont pas des parasites, c'est qu'en fait, on se retrouve, tout animal a son intérêt, mais avec la monoculture, on se retrouve avec une concentration maximum du même arbre qui attire une certaine population d'insectes. Et c'est là où ça devient problématique, avec des conséquences. On est 90 à être empoisonné au chlordécone, parce qu'avec une masse trop importante en charançon,
Parce que tu as ton petit bananier, il y a des charançons. Hein? Moi, j'ai mis 2 bacs chez ma maman, 2 bacs de permaculture, mais j'ai vu des charançons. Mais ils ne sont pas en nombre pour devenir néfastes, pour devenir là des parasites. D'accord. Et pareil, donc il y a ce côté-là, comme Christophe disait, par rapport aux insectes, aux nuisibles, je mets des guillemets, mais il y a aussi, comme Jimmy nous expliquait sur la thématique de la permaculture. Les alternatives au chlordécone? Oui, les alternatives au chlordécone. Jimmy nous disait que, par exemple, pareil, quand tu as monoculture, ben, tous les arbres, mais comme nous les humains, on a nos préférences alimentaires, ben, eux aussi, ils ont leurs préférences nutritives, en fait. Et donc, ils vont tous piocher, mettons par exemple que c'est le potassium, ils vont tous piocher le potassium, puisque c'est ça leur nourriture préférentielle. Exactement. Ils vont tous piocher le potassium en grande quantité et donc appauvrissent le sol en même temps du même nutriment. C'est-à-dire qu'on favorise également, c'est-à-dire que le fait d'avoir cette culture-là, entre parenthèses H24, tout le temps, donc ils vont se favoriser, ils vont également s'adapter à cette culture-là. Je ne sais pas si ils ne vont pas s'adapter puisqu'on se retrouve à mettre de l'engrais. Aussi. Donc s'il n'y a pas d'adaptation, si nous on se retrouve à mettre de l'engrais, la seule pour moi adaptation qui est, c'est que si le sol, les bananes veulent du potassium, admettons, là, je sais plus que ça, je crois que c'est phosphore et potassium, si je me rappelle bien. Une fois qu'il n'y en aura plus, il faudra faire un apport. Et la plante, qui est vivante, se dit, ah tiens, on me donne à manger aujourd'hui, je vais attendre qu'on me donne encore à manger. Tout à fait. Et elle se met à attendre à chaque fois qu'on lui donne sa dose de potassium et de phosphore régulièrement. Et du coup, c'est là que je parlais d'adaptation par rapport à ça. Donc l'adaptation, c'est vraiment, elle devient dépendante de ça parce qu'il n'y en a plus dans le sol. Donc ils vont chercher autre part. Ils vont chercher autre part. C'est là où nous, on va en apporter. Et c'est là où ça devient, on va dire, alors qu'elle pourrait peut-être, j'aime bien ce que tu dis, j'avais vu une émission, peut-être que si on ne leur apportait pas, si on n'était pas dans de la culture intensive, donc dans du profit, on ne leur apporterait pas, même si on mettait de la monoculture, on ne leur apporterait pas ces éléments-là. Et là, elles seraient obligées de s'adapter avec ce qu'elles ont, donc de trouver et donc de peut-être même se transformer génétiquement pour être plus adaptées au sol. J'avais vu une émission en France où le monsieur disait que la culture de la tomate c'était quelque chose d'assez difficile et il avait réussi à faire pousser des tomates et des courgettes dans de la roche. Oui, j'ai vu. Voilà, dans de la roche, parce que justement, comme on ne leur a pas apporté, eh bien, les plants les plus forts, sélection naturelle, les plants les plus forts se modifient génétiquement, entre autres, pour pouvoir s'adapter au sol sur lequel ils sont. Ça. Donc en fait, c'est très dangereux même pour l'avenir, cette monoculture, parce qu'en plus, on crée, puisqu'au final, ce sont des plants eux-mêmes créés, mais en fait, le risque, c'est qu'avec la monoculture, on se retrouve avec des arbres ou des herbes, puisque la banane, c'est une herbe, qui en fait sont fragiles et n'ont plus aucune capacité d'adaptation. C'est ça. Donc c'est une autre problématique en plus. C'est-à-dire merci que Christophe. C'est simple, c'est-à-dire que comme le mot sélection naturelle est très important, une fois que tu enlèves sélection naturelle, ça veut dire que tu as des arbres qui vont être forcés à pousser. Donc naturellement, la nature a choisi ce qu'il faut supprimer pour qu'il y ait suffisamment de tout dans le sol pour alimenter le nombre d'arbres qu'il y a. Donc s'il doit y avoir 15 arbres sur une parcelle, la sélection naturelle va faire que, ok, 15 c'est trop, j'en supprime 5. Et il y aura toujours les mauvaises herbes qui vont pousser, qui sont, elles, nécessaires aussi, contrairement à ce que l'on pense. Et les 10 arbres restants vont vraiment se gérer avec ce qu'il y aura dans le sol. Et si, au bout d'un moment, le sol s'appauvrit, les plus faibles vont eux aussi mourir. Et ce sera réellement ça, la sélection naturelle. Et comme nous, on empêche la sélection naturelle, donc on est toujours au-dessus du seuil de ce que la Terre a donné. D'où l'apport extérieur. J'aimerais que tu as parlé, j'ai bien aimé comment tu as précisé que les mauvaises herbes avaient leur utilité. Il y a une petite phrase qui dit qu'une mauvaise herbe n'est qu'une herbe dont on n'a pas encore trouvé les vertus. Donc j'aimerais bien que, par exemple, concernant les dites mauvaises herbes, dans ton jardin, toi, à quoi elles te servent? Tellement de manières d'utiliser les mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Ça m'arrive de ne pas enlever les mauvaises herbes du tout et ça ne Même les m'empêche. gratelles. Des fois, j'enlève rien. Parce que, ouais, c'est-à-dire que même les gratelles, elles ont cette utilité-là également. C'est-à-dire que des fois, l'utilité n'est pas forcément de façon à dire, elles sont peut-être pas bonnes pour la consommation, D'accord. mais elles seront bonnes en médicaments. Par Et exemple, tu as des plantes qui vont être bonnes pour leurs racines. Les gens plantent des haricots sur leur terrain parce que les haricots ont la particularité de récupérer l'azote dans l'air et de les faire descendre dans les racines. Mais au niveau de ta quand tu culture. plantes, excuse-moi, quand tu plantes quelque chose au pied d'un glycéria, tu vois la chose. Ça pousse du feu. C'est Ça riche. pousse à une rapidité. Mais au niveau de ta. On parle de la terre. Mhm. Comme tu disais, il y a 90% des sols empoisonnés, 80, pollués je crois, au 80, chlordécone. je crois, un truc comme ça. Mais bon, et puisqu'il a Moi, je moitié. te disais plus Oui, que oui, c'est déjà nous, énorme. 90 d'empoisonnés pour les sols, je sais Comment pas. ça? Parce que tu me disais quand tu cultivais chez toi. Ok? Tu as fait une étude de sol avant de débuter. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai pas fait l'étude de sol. Je savais déjà que au-dessus d'une certaine hauteur, le chlordécone, le taux de chlordécone était plus bas. Parce que ce serait mentir de dire qu'il est complètement, il est à zéro. Il est beaucoup plus bas. Donc, j'ai choisi les arbres fruitiers dans un premier temps. Et je sais aussi qu'il y a des manières de nettoyer le sol. Donc, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et donc, j'ai arrêté les tubercules sur les zones où je savais. Donc tout ce qui était igname, tout ça, tu ne t'es pas. Moi, j'ai fait mon père a fait beaucoup d'ignames. Et au bout d'un moment, je lui ai dit d'arrêter. Déjà, le sol était appauvri. Donc, les ignames étaient de plus en plus petits en taille. Et je sais qu'il y avait un champ de bananes pas loin. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on arrête de manger ces ignames-là parce que le champ de bananes n'était pas loin. Je lui ai dit, moi, je sais que les arbres fruitiers sont moins sujets au problème de Parce que je chlordécone. crois que c'est jusqu'à 6 6 cm. cm, c'est ce que Jimmy nous disait. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi cette culture-là par rapport à ça. Mais ça ne m'empêche pas de planter des ignames. C'est comme le corps, c'est un accumulateur. C'est pas parce qu'on aura mangé du chlordécone une fois aujourd'hui que notre taux va monter, il va grimper, qu'il va s'installer. Ouais, Nous, mais c'est- le problème, c'est qu'il est toujours présent. À la base, il devait pas Notre être problème là. aujourd'hui, c'est que le chlordécone, il est partout. Il est partout. Et ce serait encore plus une erreur de croire que ceux qui viennent d'ailleurs n'ont pas de chlordécone ou de produits encore pire que le chlordécone. Donc, viser que ça, c'est pas le vrai problème. C'est d'où l'intérêt justement d'alterner les différentes façons et les différents aliments que la nature nous donne. Entre les fruits, les légumes, et certaines sont bonnes pour nettoyer le sol et pour nettoyer notre corps aussi. La nature est très bien faite. Quel exemple de fruits, par exemple, ou bien d'arbres pour nettoyer le sol? Alors là, je me rappelle plus. Je sais que dernièrement, j'ai fait la recherche parce que j'ai fait des commandes de... Je crois que il est bon pour nettoyer le sol, je crois, et aussi pour tenir le sol. Il me semble, comment ça s'appelle? Le vétiver. Vétiver. Oui, voilà, j'ai entendu vétiver. dire le vétiver, mais je crois que, en fait, on aurait très bien pu faire aussi une culture intensive d'igname et d'achine. Ça Pour serait les capter. plus gros accumulateurs. Et ceux-là, on ne les consommerait pas. C'est pas bête, ça. C'est-à-dire que ça peut être une solution, mais ça va amener un autre problème aussi, puisqu'on va Une faire absorption. Ça ferait des sortes d'éponges, comme Voilà. tu dis. Ok. Parce que le problème, c'est que ce sont les légumineuses qui sont vraiment les plus gros capteurs de chlordécone, parce qu'ils sont... un igname, c'est simple. C'est le contact de la terre qui fait qu'il grossit. Donc c'est le contact du chlordécone, en réalité. Les dachines, les ignames, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait un autre... Patates douces. Patates douces. Eux, ils vont se charger en chlordécone. Tout ce qui est chou. D'ailleurs, pas encore chlordécone, en toutes les matières lourdes aussi dans le sol. Ce serait et ces ignames-là, on ne peut pas les consommer, par contre. Mais les détruire, c'est le problème de la destruction, c'est que ça amène encore un autre problème. Tu as également des animaux sur... Oui. Enfin, j'en ai de moins en moins. J'ai des poules, j'ai des moutons, j'ai des cabris. Enfin, j'avais des cabris, voilà. D'accord. Et leurs aliments viennent directement de ton terrain? Oui. Oui, j'ai suffisamment d'herbe. Bon, j'ai la chance quand même d'avoir un petit bout de terrain qui me permet quand même de faire pas mal de choses. Et même quand je n'ai pas suffisamment chez moi, je pense que la Martinique a suffisamment d'herbe et de... Une bête qui meurt de faim, c'est un éleveur qui s'en occupe pas. J'ai fait des cochons. Les gens s'étonnaient de me voir faire des marmites. J'ai coupé des grosses bombes les anciennes bombes d'huile, les anciens fûts. Et je mettais des fouilles à pain, des tinets à cuire dans ça pour mes cochons. Et j'achetais un sac de grains peut-être une fois comme ça. Mais le cochon était nourri. Je disais à mon père, je pars. Une fois que je quitte mon travail, sur la route, je trouve des fouilles à pain doux, des mangos. Et le cochon mange des fruits et des légumes H24, sans rien acheter. Sans indiscrétion. Ah, tu nous as donné ton âge, je crois. Oui.
Tu as 36 ans. 36 ans. Parce que là, on revient encore. Bon, on est parti sur le côté agriculture, la technique, tout ça, c'est bien. On va revenir dessus aussi. Ok. Mais pour revenir aussi, tu disais que tu faisais une reconversion. Oui. Tu avais le sentiment d'abandonner la terre en favorisant le travail. Et là, Oui. maintenant, tu associes l'utile et l'agréable C'est de exactement ça. travailler dans la terre et également et te faire plaisir et faire plaisir également à la terre. Comment cet appel t'est venu? Parce que bon, il y en a beaucoup hein, qui travaillent pour un patron, mais ils auraient aimé. C'était quoi le déclic? Le déclic, il n'y en aurait pas eu un, il y en aurait eu plusieurs. J'ai planté une graine chez moi peut-être en 2010, je crois que j'étais encore militaire à l'époque, sans rien attendre dessus. Aujourd'hui, j'ai le premier fruit. Ça fait 13 ans plus tard. C'est une graine de quoi? Un arbre qui est censé prendre entre 15 et 20 ans avant de donner un fruit. Je l'ai planté en me disant, bof, je plante et puis ce que ça fait, ça fait. Aujourd'hui, ça fait 13 ans, il a déjà son premier fruit. J'en ai un autre, du même type d'arbre, qui en a deux c'est-à-dire que pour les 15 ans qu'on avait prédit, là, il est passé à 13 ans et voire peut-être 9 ans pour l'autre. D'accord, ok. Ça, c'est mes premières leçons. Ça veut dire que plante la graine. Plante-la. Si tu ne la plantes pas, tu n'en auras jamais de toutes les façons. Vaut mieux planter et peut-être avoir que ne rien planter et être sûr de ne rien avoir. D'accord. Donc, quand je suis revenu je crois qu'il me restait encore peut-être 3 ou 4 ans à l'armée, je suis revenu, j'ai vu que l'arbre avait grandi. Je me suis dit, bon, allez, je vais planter un deuxième, puis un troisième. Et le terrain était en friche chez moi, c'est-à-dire que cette zone-là, personne n'y allait. Il y avait de l'herbe qui me dépassait. J'ai nettoyé, petit à petit, j'ai nettoyé le terrain, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes avec mon meilleur ami. Tout ce qu'on mangeait qui nous plaisait, on a planté. Et comme j'avais quand même pas mal voyagé, j'ai eu rapporté des ramboutans, j'ai goûté du durian, j'ai goûté du mangoustan. Donc j'ai tout planté chez moi, en oubliant le fait que ça prend 20 ans, 15 ans pour certains. Et comme ça me frustrait un peu de ne pas voir les arbres pousser, j'ai dit je vais planter ceux qui poussent plus vite. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai planté ceux qui poussent plus vite, que j'ai un amour qui s'est créé réellement avec de voir la plante grandir. Je reviens 2 semaines plus tard, je vois qu'il y a 2 feuilles qui ont poussé. Je ne saurais pas expliquer, mais il y a un moment où il y a une communication qui se fait avec l'arbre, c'est-à-dire que je peux penser à l'arbre, je suis au travail, et je me dis, tiens, faut que j'aille le voir. Et quand je vais le voir, il y a une fleur peut-être. Ou bien je vais le voir, je constate qu'il y a une carence. Et les carences, si on vous apprend pas c'est quoi une carence, Explique-nous c'est quoi une carence. c'est que la plante, pardon, la plante montre physiquement qu'il y a un problème. C'est-à-dire soit les feuilles jaunissent, soit elle se fane, soit qu'est-ce qui peut arriver encore? Comme nous. Oui, voilà, on voit qu'il y a un dépérissement visuel qui n'est pas normal. D'accord, ok. Je parle même pas des nuisibles sur la plante, mais donc si visuellement je vois qu'il y a un problème, c'est que le problème est déjà un petit peu plus profond. D'accord, ok. Et à ce moment-là, je me dis bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est là où je fais mes recherches, c'est savoir ce que je peux faire pour. Tu expliquais que pendant 2 semaines, tu t'absentais, que Oui. tu pensais à la plante parce que de par ton travail. Mais comment ça se passait? C'était la nature qui s'occupait de la nature? Il y avait quelqu'un pour C'est-à-dire prendre le que- relais pour toi? Non, alors les plantes en pot sont un peu plus sensibles, c'est-à-dire qu'il faut quand même surveiller régulièrement parce que c'est nous qui apportons tous les apports normalement. Donc on fait un mélange à la base, on plante la plante et il y a suffisamment de nourriture dans la terre pour qu'elle puisse grandir. Sauf que les plantes en pot, justement, sont plus sensibles à ça. C'est-à-dire que si le mélange est mal fait, et à l'époque, je débutais, donc j'ai fait pas mal de bêtises. Et on fait des bêtises. C'est pas Donc, vraiment des t'es qu'à bêtises. apprendre. J'apprenais. Voilà. Et du coup, j'ai eu des mélanges où, peut-être une semaine après, la plante mourait parce que j'ai fait un mélange de terre argileuse, alors que la plante n'aime pas ça. J'ai fait un mélange de. J'ai mis que du terreau. Le terreau, c'est pour apporter de la texture au sol. Et ça, c'est des expériences que j'ai eues comme ça par moi-même. Et puis que mes amis ou bien les gens qui connaissent m'ont dit mais non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et tellement que j'ai même moi-même appris à mon père à faire autrement que ce qu'il connaissait. C'est-à-dire qu'avant, il prend une graine, il met dans le sol. Je lui ai dit non, prépare ton sol, ça permet à la plante aux racines de s'introduire dans le sol plus facilement et de grandir plus vite sans avoir besoin de mettre de l'engrais. Ton père est agriculteur? Il est artisan maçon, D'accord. mais il a toujours fait de l'agriculture. D'accord, ok. Donc il y avait aussi
cet appel à la terre. Voilà. Donc, c'est de C'était un père peu en dans le fils. sang. C'est la transmission. Exactement. Il y a eu mon père et ma grand-mère qui étaient marchandes, donc il y a toujours eu cet appel à la terre, mais Cette fibre. voilà, cette fibre, sauf que je l'avais étouffée, j'étais parti à l'armée, j'étais en France, c'est pas du tout la même vie qu'ici. Et il y a un moment où vraiment je me suis dit, il faut que je rentre chez moi. Et la première chose que je fais en arrivant chez moi, comme activité, on va dire, de passion, c'est planter. C'est planter. Aujourd'hui, je mets ça à l'apiculture. Mais j'ai planté, ensuite j'ai acheté des animaux, j'ai commencé un peu l'élevage, j'ai toujours tourné, on va dire, un petit peu autour de la terre, en fait. De l'apiculture. Nous nous sommes compromis. Typique, c'est pas grave, typique ma curiosité. Moi, j'ai voulu mettre une ruche chez ma mère, mais elle ne voulait pas, donc je passerai te voir pour l'apiculture. Comment c'est passé pour l'apiculture de ton côté? Alors, j'avoue que j'ai un meilleur ami qui a une petite avance sur le plan, on va dire, agricole. Et il s'y est mis, ça m'avait jamais intéressé. Jusqu'à ce que Nessa arrive chez moi, je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose. Et tout naturellement, qui dit agriculture, qui dit arbre fruitier, dit abeille. Abeille. S'il n'y a pas d'abeille, il n'y a pas de pollinisation. Sinon, je suis obligé d'aller polliniser. Alors, mon inconvénient, c'est que certains arbres que j'ai plantés n'ont pas leur pollinisateur naturel ici. Donc, je suis obligé de le faire moi-même. Mais les abeilles font pour tout le reste, c'est leur travail. Hein. Je ne peux pas faire leur travail à leur place. De toute façon, sans abeilles, il n'y aura pas d'être humain. Parce que sans abeilles, il n'y a pas de fruits. Sans fruits, il n'y a pas les herbivores. C'est ça. Et puis, une fois qu'on s'intéresse à la nature, on finit par connaître les priorités et les éléments indispensables à la nature. Et les abeilles en font complètement partie. Les insectes en font partie. Moi, j'ai C'est découvert ça. avec la permaculture. Alors, je regarde les scolopantes d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est une bête en général qu'on la trouve dans la maison, on la tue, on dort pas, on a peur, on crie et tout ça. Ah oui. Et depuis la permaculture, j'ai appris que le scolopendre avait son intérêt, que c'était une plante de terre, donc de jardin. Et même, alors j'essaye quand même de ne pas le laisser se promener dans la maison quand j'en vois un. Mais j'ai moins d'élan à aller le tuer. Par contre, dans un jardin, je peux être à côté de la maison, chez ma mère que je jardine. Je suis à côté de la maison, je vois un scolopendre dans le jardin, je n'y touche pas. Chaque insecte a sa place, en fait. Mais c'est quoi tu connais la place du scolopendre? Alors, le scolopendre, il se nourrit, entre autres, il se nourrit des larves d'hanneton qui, elles, mangent les racines. D'accord. Toute belle Écosystème. Toute belle la C'est nous qui La jouons, nature c'est nous est qui bien jouons dans faite. le business de la nature. Hein. C'est exactement C'est l'être ça. humain qui joue dans le business de la nature. On est un écosystème. Chaque chose se tienne là. Mais tout à l'heure, tu parlais des mauvaises herbes. Mais par exemple, le chien-dent, c'est ce qui constitue le plus souvent ce qu'on appelle nos mauvaises herbes. Eh bien, le chien-dent, c'est une plante médicinale. Elle est très bonne pour les calculs rénaux. Il y a une plante aussi qu'on appelle centime. Ces petits trucs avec, c'est un petit peu coloré. Et puis, petit, on les arrache et puis on souffle dessus. Ah oui, je me souviens de ça. Eh oui. ben, elle est anti-tumorale. Donc, c'est-à-dire qu'elle agit contre les cancers. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est l'être humain qui, je ne sais pas pour qui il se prend, qui décide que certaines choses valent mieux que d'autres. Mais on est un écosystème. On se donne la main et si on se donne la main, tout fonctionne. En tout cas, c'est ma croyance. On parlait de fruits, on a parlé d'absorption avec tout ce qui était Tubercule. tubercule. Tu plantes également tout ce qui est plantes médicinales. Alors, je m'y suis mis depuis peu de temps. Et j'avoue qu'en fait, j'ai même pas eu besoin de m'y mettre parce que chez moi, toutes les plantes, enfin toutes, une très grosse partie des plantes médicinales qu'on trouve à peu près partout sont chez moi. C'est-à-dire qu'elles étaient là, je ne savais pas qu'elles étaient là, je ne les regardais pas. Et ben maintenant, dès que j'étais malade en début de semaine là, il y avait plus de plantes dans mon sang que de sang, je pense. J'ai vraiment utilisé tout ce qu'il y avait, tout ce que j'avais sous la main. Et là, les gens qui viennent me dire, ouais, il y a des dosages à l'échelle des plantes. Alors, je fais attention à ce que je dis quand même. Moi, je me connais suffisamment. Je vais en général En même temps, dire. tu as cette sensibilité-là aussi. C'est ça. Ça veut dire que je vais aller directement vers un peut-être peu que les. cette sensibilité-là, elle ne sera pas amenée à tout le monde, mais C'est ça. Tu as cette approche-là, j'ai envie de dire. On la ça. perd, cette sensibilité. Nos On grands-mères la n'avaient perd. pas les livres. Nos arrière-grands-mères n'avaient pas les livres pour le dosage. C'était de la sensibilité et de la transmission. Et ce sont deux choses qu'on perd. Et c'est ça, il y a un moment où alors, si tu fais un thé et puis tu mets 15 feuilles d'atomo dedans, il y a un moment, déjà, il faut une grosse marmite. Et
le bon sens fait quand même se dire que ça fait quand même beaucoup. Donc, et le bon sens, pour moi, rime beaucoup avec intuition. Le corps regarde une situation, il regarde la casserole de plantes. Qu'est-ce que tu es là? Moi, je regarde, je me dis, bon, là, il y a peut-être trop. Je ne saurais pas expliquer comment. Je me dis, non, là, j'en ai trop mis. Et je vais enlever ça. Ton instinct? On est des animaux. Le lion ou les autres animaux, ils savent ce qu'ils mangent pas. C'est Si tu ça. prends un animal qui a perdu sa mère tout petit, donc c'est puis des animaux, c'est pas la maman qui les élève, genre les tortues, c'est pas la maman qui élève les Exactement. tortues. La tortue, elle va pas manger un truc qui va la faire crever. C'est ça. Elle sait ce qu'elle va manger. L'être humain, on est des animaux. On a décidé de se sortir de la nature, on dira merci Descartes, mais on est des animaux. Donc à la base, on a cet instinct-là pour savoir ce qu'il faut manger, comme avec quoi nous soigner. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Ce qu'il faut, sinon, on serait une espèce morte, on serait décédé. C'est clair, c'est clair. Parce qu'il fut un temps, on n'avait pas les livres, on n'avait pas les microscopes, on n'avait pas tout ça. Si on a Il y avait survécu, une science qui était différente. voilà, si on a survécu, même à l'ère, bon, l'homme a vécu en troupeau, mais avant de vivre en troupeau, il vivait vraiment en tout petit groupe. Il a survécu. Si on a survécu avec une nature qui était encore plus hostile que ce qu'elle est maintenant, c'est qu'on savait des choses, on C'est avait clair. une connexion. Tu dis survécu, moi je dis même pas qu'ils ont survécu, ils ont vécu. Ils ont vécu, voilà, exact. Ils ont pas su, ils ont vécu vraiment. Intéressant, intéressant. On apprend et on constate cette richesse de cette nature. On constate ce respect de la nature qu'il faut avoir. Hein. Qu'il faut avoir. Qu'il faut avoir ce respect-là. Parce que moi, je suis encore frappé de... C'est-à-dire que quand j'entends le discours, quand j'entends ta sensibilité, le côté instinctif qu'il y a par rapport à ça, et je me dis, ça me frappe encore, c'est-à-dire qu'à cette époque-là où on parle où il y a les réseaux, tout ça, c'est bien que c'est quand même un exemple par rapport à cette direction-là que tu es en train de comprendre. Comment les gens autour de toi ont pris ça? J'ai envie de te demander. Est-ce que les gens disent, Missier, c'est un extraterrestre que ça va arriver, Missier? Comment les gens autour de toi ont pris ça? C'est exactement ça. Déjà, alors, quitter son travail et presque sans raison valable aux yeux des autres, déjà, c'est mal vu. Enfin, mal vu dans le sens où tout le monde est choqué, tout le monde est étonné. Pourquoi tu fais ça? Tu vas être au chômage, tu vas être ci, tu vas être ça. Je dis, je ne serai pas au chômage. Je ferai ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire. Et ça, c'est déjà un choix que j'ai fait, que j'ai accepté, que j'ai assumé très tôt. Et pour moi, j'ai toujours fait ça. J'ai fait ce choix-là trop tard. Donc, Je n'ai pas envie de dire trop tard. J'ai envie de dire que tu as fait ce que tu devais faire au bon moment. voilà. J'ai envie de te dire ça C'est plutôt. exactement ça. Et comment les gens le voient, alors oui, je passe pour l'extraterrestre, mais à la limite, aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais partir loin dans le délire. Hein. Je parle à quelqu'un qui me dit que je ne mange pas de fruits. Il y a déjà une distance qui s'est créée. J'ai envie de te dire, tu m'intéresses déjà pas. Ça veut dire que tu vas déjà pas dans le sens dans lequel moi je vais. C'est pas toi qui es pas bien. Hein. C'est que moi, je sais où j'ai envie d'aller. Nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Non, parce que c'est clairement ça. C'est-à-dire que ça veut dire que tu as déjà un problème avec la nature. Ouais. Donc tu as un problème avec moi. C'est pas, on va dire, vie ou non, c'est pas méchant, c'est pas, mais C'est qu'il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a Ça, pas de terrain commun. ouais, on va dire ça comme ça. Tu te places comme un défenseur de cette nature. Oui, puisqu'on va dire aujourd'hui, il faut revenir vers ça. Et ceux qui ne reviennent pas vers ça, je me dis, faites votre vie. Moi, c'est par là que je vais. C'est comme je disais tout à l'heure là. Je ne vais pas incriminer ceux qui ne font pas ou je regarde où moi j'ai envie d'aller. Pas ceux qui ne font pas comme moi. Donc c'est ça ma philosophie. Donc c'est pour ça que je dis, je pars un peu loin dans le délire, mais jusqu'à présent, ça choque encore des gens quand je leur dis que j'ai choisi de me priver de salaire carrément et de vivre avec mes plantes. Je passe pour un ermite. Même mon frère, des fois, il me dit, mais tu as un problème. Je m'assois dans mon jardin, je vais cueillir mes fruits. Et surtout, j'ai envie de dire, la nature ne m'a jamais laissé sans manger. En fait, alors, quand tu as parlé, qu'on te traite d'ermite et que tu as choisi d'être... Moi, je t'ai imaginé connecté à la nature et j'ai imaginé, en fait, par exemple, les gens qui vont te dire tu es ermite, tu es ici, on va rester sur le terme ermite. Donc, toi, tu te retrouves dans ta nature assis avec tes plantes, tu es qualifié d'ermite. Et nous, de l'autre côté, en pleine société,
on est connecté à quoi? Nos portables, mais on est ermite de la même façon. Hein. Quand on est au restaurant ou qu'on est entre amis et qu'on est comme ça, on est ermite de la même façon. C'est Sauf ça. qu'on est avec des gens, entre guillemets, mais on est ermite. Tu es connecté à plein de gens, mais tu es connecté à personne. À personne. Alors que toi, tu es connecté quand tu es dans ta nature, tu es connecté Alors, pour je n'aurais de pas la vrai. prétention de dire que je suis mieux qu'un autre. Je suis connecté avec ce qui me va. Voilà, tu es connecté à C'est la pour ça que j'insiste nature. là-dessus. Moi, ça me parle. Ça peut ne pas parler à quelqu'un d'autre, mais vu que moi, ça me parle, ben, j'irai vers ce qui me parle. Et je dirais au niveau business. Bon, parce que bon, tu as fait une reconversion. Oui. Il faut manger. En Oui. même temps, on est dans un système. Comment ça se passe? Tu vends tes légumes? Alors voilà. Comment ça se passe de ce côté-là? Du coup, là, j'ai été obligé quand même de passer à une production différente. Alors, pas intensive, toujours respectueuse de la nature, mais je vends ce que je produis chez moi. J'ai planté des produits, des plantes, j'ai planté un peu de pitaya, j'ai planté quelques longanes. pitaya. Voilà. Ah oui. T'as pas entendu? T'as dit qu'il a mangoustan dur, Non, mais ça, je ne compte pas que sur ça parce que ce sont des arbres qui sont assez prétentieux aussi. Eux, c'est la nature par définition. Ça veut dire que tu peux les choyer, tu peux faire ce que tu veux. S'ils ont décidé de faire, ils font. S'ils ne veulent pas te donner des fruits, tu n'auras pas de fruits. Ils peuvent te charger l'arbre de fruits et tu n'en as Faut pas flatter. un qui est viable. Non, justement. Faut pas flatter. Faut pas flatter. Ça veut dire qu'il a fait ça, il a envie, Il va fait. à son rythme, pas au tien. Et c'est là où ça me donne toujours des leçons. C'est-à-dire que j'ai essayé de leur donner de l'engrais. Il y a une époque où j'ai utilisé l'engrais. J'ai vu l'efficacité. Je comprends que quelqu'un utilise de l'engrais. La production est multipliée par... j'avais fait un calcul par 6. Ah, quand même. C'est énorme. Sauf que quand je vends mes fruits à certaines personnes, aujourd'hui, c'est-à-dire que peu importe ce que je vais vendre de mon jardin, je vais dire juste goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. Je ne vais pas essayer de vous dire ce fruit-là est bon, il est ci, il est pas ça, il est à ce prix-là, pas ce prix-là. Je vous donne le produit, vous goûtez. Le produit fera son travail lui-même. Mes petites mamies me donnent les mêmes lyrics au travail. Mes petites mamies passent leur temps à me dire mais les fruits n'ont pas le même goût, rien n'a le même Et goût. dans le relationnel, je suis quasi sûr que qui plante impacte le goût du fruit. Et l'apport invisible, mais l'apport énergétique et l'apport d'humeur à qui consomme le fruit. Le côté vibration. C'est exactement ça. Alors, et comme vu que moi, j'aime m'asseoir, j'aime chanter devant mes arbres, j'aime monter dedans, m'asseoir, réfléchir à mes petites affaires dedans. Alors oui, ça prend un temps qui me fait peut-être pas gagner beaucoup d'argent. Mais si je suis content en étant là, j'ai besoin de moins d'argent en réalité. Parce qu'au final, quand je travaillais, ce que je gagnais passait dans la distraction. Hein. Quand le week-end arrive, on se dit, on va pas dans le jardin le week-end. Hein. On va boire avec les copains, on va par-ci, on va par-là, on fait la fête presque. Au cas vive. Soi-disant. Soi-disant. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'attendre le week-end en fait. Mon week-end, c'est toute ma semaine. J'ai pas besoin d'attendre un jour Tu as pour faire un associé truc. l'utile et l'agréable. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai pas... Je choisis quand je prends des vacances, entre guillemets des vacances, même pas des vraies vacances, parce que je comprends même pas en Martinique pourquoi on dit qu'on prend des vacances. J'ai poussé le vice encore plus loin. Quand j'ai fait le rapport à la nature, c'est là aussi où j'ai compris comment expliquer ça. J'ai expliqué ça dernièrement à une amie. Si on est en Martinique, les gens payent pour venir ici. Quand on est en France, il y a un rythme qui est propre à la France parce que parce qu'il n'y a pas la mer à côté, les rivières, les forêts. C'est un autre rythme qui est déjà pas le nôtre. Nous, venant des îles. Nous, théoriquement, on était censé pouvoir dire qu'on est en vacances toute l'année. Non, mais j'ai envie de dire aussi, je ne vais pas dire pour te contredire, mais bon, ça va toujours dépendre. Toi, tu as fait le choix, tu as pris le risque, je veux te dire, C'est un risque, de oui. quitter le travail. Donc, il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas forcément heureux de leur travail, qui sont obligés de payer, qui sont dans l'obligation de payer leur crédit, enfants, etc. Tout ce qui va avec. Donc, ils sont dans une vie qui ne sont pas forcément ce qu'ils apprécient. Donc, ils ont besoin aussi de s'extérioriser pour voyager. Survivre à la vie Voilà. qu'ils subissent en Qu'ils fait. subissent. Là, c'est subir la vie, j'ai envie de dire. Et le voyage, c'est comprends. survivre, avoir des hublots. Voilà. Des hublots pour survivre à cette vie. Au sens On n'a propre et au sens figuré. Voilà, exactement. C'est On n'a que, pas choisi. J'ai peut-être de cette chance vivre. d'avoir la terre, mais c'est-à-dire que moi, je me suis surtout dit, j'ai poussé la vision parce que avant d'être aussi content et épanoui dans mon jardin, il a fallu un certain temps parce que il a fallu bosser pour nettoyer le terrain. Il y a à peu près, j'ai dû nettoyer 1500 mètres carrés de terrain en friche. Ah ouais, Couper quand des même. arbres. 1500 mètres carrés? Ouais.
De On parle terrain en d'hectares, friche. De terrain en friche. En plus, tu parlais que l'herbe, elle était à Donc, ta j'habite hauteur. sur presque pas une montagne, mais sur un morne. Et la nature a repris le dessus carrément. Tout à fait. Du glycéria, il y avait du poids-doux, il y avait je crois qu'il y avait qu'on appelle ça encore, des bambous. Il fallait tout couper l'herbe, dessoucher la mauvaise herbe, celle vraiment où ça sert que pour mes moutons ou pour les cabris. Il fallait travailler de toute façon. De toute façon, tu as transformé cette terre qui était en friche, C'est ça. qui avait leur utilité aussi, hein, parce qu'on parlait Oui, que chaque, oui. même la mauvaise herbe a son utilité. C'est ça. Mais là, tu l'as utilisé cette terre en friche pour pouvoir la transformer à une culture. À une culture qui aurait pu aussi me nourrir et nourrir d'autres personnes. Parce que dans l'idée aussi, c'est-à-dire qu'il y a tous les mouvements de militants pour la Martinique et ci et ça. Chacun a un rôle à jouer. Mon rôle à moi, je dis, si je ne suis pas de ceux qui sont au front, moi j'ai déjà été au front, alors je connais un peu, à ma manière, je peux participer à l'évolution de la Martinique. Tout Et je à pense fait. que l'agriculture, peut-être pas encore au niveau où je le fais, mais déjà ça participe à ma manière à montrer au moins, à défaut de nourrir tout le monde, qu'avec un petit carré de ne serait-ce que de 2 mètres, on peut déjà se nourrir, et nous et c'est notre famille. Qu'a fait travail là, ou qu'a fait. Tu as accompli ta mission, j'ai envie de te dire. J'ai pris du temps avant de comprendre ça, mais on va dire, des fois, c'est pas l'action qu'on mène pour les autres qui est importante. C'est celle que l'on montre aux autres que l'on fait. Faut qu'ils aient un truc à voir, à regarder, et voir que ça fonctionne et que. Et oui, c'est possible. Il a arrêté de travailler, mais je suis pas plus mal, j'arrive à payer les traitements parce que j'ai des crédits aussi. J'habite avec mon père, je dois m'occuper de mon père, donc j'ai mes mêmes, on va dire, Occupation. occupations et priorités. Cependant, des T'as fois, fait c'est ton pas choix. l'idée qui fait le projet ou des fois, c'est pas le projet qui fait l'idée, mais l'idée qui fait le projet. J'ai décidé d'arrêter de travailler et à partir de ça, mais la suite s'est placée. J'ai œuvré à faire autre chose pour que ça puisse au moins me nourrir, ma famille et d'autres personnes. Ben oui. Je te sens captivé. Ben bon, Oui. Tu n'es pas surprise que tu le connaissais déjà. Pas autant, pas autant. Pas autant, donc oui, surprise. Et puis, j'ai les oreilles comme ça, j'écoute. Et puis, j'ai hâte que l'émission se termine pour pouvoir lui glisser quand est-ce que je passe jardiner avec toi. Mais attends, avant que l'émission se termine, laisse-moi discuter encore avec lui. Tu fais tout ce qui est panier également auprès de... Alors, je commence à en faire. Alors, je ne suis pas médiatisé parce qu'on va dire que je suis victime du petit succès que j'ai. Eh ben, oula. Mais non, Non, justement, c'est-à-dire que ça part vite. je fais déjà des fâchés parce que j'ai pas suffisamment. C'est-à-dire que, par exemple, quand la période de pitaya arrive, j'ai des gens qui m'ont commandé des pitaya depuis l'année dernière. Ils m'envoient un message peut-être tous les 2-3 mois pour dire ne m'oublie pas. Eh ben, je te dis, ne m'oublie pas. Je te l'ai dit déjà. Et du coup, quand j'ai commencé, du coup, à l'époque, j'utilisais de l'engrais, donc j'ai beaucoup plus de fruits que maintenant. Et au fur et à mesure, j'ai arrêté l'engrais chimique. Donc, j'utilise, je ne vais même pas dire d'engrais, j'utilise du paillage, je vais utiliser le caca des poules. D'ailleurs, je plante aussi un peu pour ça, c'est pour récupérer le fumier des poules, pour pouvoir remettre au sol. Je fais des composts aussi. J'ai commencé le compost il n'y a pas longtemps aussi. J'ai une question. Alors, dans l'idée, je me suis un petit peu imaginé être toi. J'ai trouvé ça kiffant, entre parenthèses. Et est-ce que, vu que tu as connu la période avec l'engrais, donc avec une plus grosse production, même si les fruits étaient moins bons gustativement, Ils étaient bons, hein. ils étaient... C'est que j'ai Au pas goût, envie de on sent- vendre ça aux gens. D'accord, ok. Ma question, c'est en fait de savoir si, et comme tu as dit que tu étais autodidacte, donc tu observais, est-ce que tu es dans cette recherche de faire aussi bien en quantité pour satisfaire tout le monde, mais en trouvant ta solution dans la nature? Est-ce que tu penses que c'est possible déjà? Dans le meilleur des mondes, j'aurais voulu satisfaire tout Sans le monde, mais j'en brusquer, suis, pas tout le monde, parce que j'en sinon c'est suis brusquer sûr la que je nature. n'en suis pas encore capable, en tout cas. Mais quand je parle de justement chaque personne peut faire à sa manière et apporter sa pierre à l'édifice, si je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. Donc si moi je ne suffis pas, et c'est tout le travail que j'essaie de faire aussi, c'est de montrer aux gens que mes voisins ont un petit bout de terrain planté aussi. Si dans mon panier je ne peux pas mettre ça, vous en avez.
on peut faire une association et faire un panier beaucoup plus intéressant. Et que chaque Travailler personne en synergie. C'est ça, que chaque personne en fasse un peu, parce qu'en fois, sinon, on le fait ici aussi, les jardins partagés, c'est un peu l'idée aussi. Mais c'est-à-dire que si je l'ai fait avec un petit bout de terrain, parce que bon, 1400 mètres, c'est pas grand-chose. Hein. Quand on fait de l'agriculture, c'est rien, parce que mes arbres sont se chevauchent. Hein. Mais si tout le monde se met à faire ça réellement, avec le peu de terrain qu'on a, on peut alimenter, je pense, toute la Martinique. Contrairement à son colon, quoi. Donc, mettre de Parce que l'écosystème déjà, là. ici, on a un taux de déchets qui est inadmissible. On n'est pas censé avoir des déchets. Donc, on a des entrants inutiles, puisqu'il y a des déchets qui se retrouvent sur nos étals. J'ai déjà récupéré des déchets et donné à mes bêtes. J'ai dit, il est hors de question que ce soit des déchets qui viennent d'ailleurs, alors qu'ici, on n'utilise même pas nos capacités de terre à planter. Donc, les autres font ce qu'ils veulent avec leur monoculture, mais il reste de la terre en attendant. Il reste de la terre et il reste énormément de jeunes agriculteurs ou de passionnés comme moi-même qui ont besoin de terre. Il y a des jeunes qui viennent te voir. Tu as déjà, est-ce que dans l'avenir, tu aurais aimé, je dirais même recruter des gens, comment, de ce côté-là? Former. Même recruter. J'avoue que j'ai pas encore ce besoin, cette envie, parce que j'aime bien parler de ce que je maîtrise. Déjà là, je parle avec les quelques connaissances que j'ai, mais j'aime bien parler quand je sais de quoi je parle. Éviter de faire comme d'autres font. Tu l'as dit au début, hein, tu es en reconversion. C'est ça. Donc, ou Nisbaï pour apprendre encore. Oui. Voilà, Du donc- coup, mais c'est toujours mieux de donner des références fiables à quelqu'un qui veut apprendre. C'est comme ça, moi j'ai été voir ceux qui connaissaient, c'est comme ça que j'ai appris. Donc s'ils viennent me voir, je vais leur donner un peu ce que je sais, mais je leur dirai surtout, il n'y a pas que moi, allez voir, il faut voir tout le monde. Parce que tout le monde a une technique différente, tout le monde a un petit secret en particulier avec ses plantes, un rapport différent, et ce sera à chacun de trouver son rapport pour découvrir qui il est et ce qu'il veut réellement par rapport à ce travail-là. Donc la réussite, ce que j'entends depuis le début de ton discours, c'est que la réussite passe par le tout, par le commun, par l'écosystème, par le groupe. Aujourd'hui, je ne vois pas comment faire autrement que se mettre ensemble. L'individualisme, on a vu les limites. De toute façon, on n'est pas des... Moi, j'ai tendance à dire, on est des animaux qui vivent en société. Un animal qui vit en société, ça porte ce nom-là parce qu'il vit avec les autres, donc il est interdépendant des autres. Il vit en C'est plus ça. de l'écosystème dont il fait partie, le grand écosystème de la nature. Dans son groupe, il est aussi un maillon de la chaîne, donc de Et puis, l'écosystème. ils auraient fait une planète pour une personne, sinon. Je suis d'accord. C'est clair. Il faut travailler. Et même sur une île, il y a encore plusieurs personnes. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire ensemble. Ensemble. Il y a de la place pour tout le monde. Mais vraiment. Il y a de la place pour tout le monde et même dans cette activité-là, personne n'est obligé de chevaucher Mais sur c'est ça. personne. Je suis sur les marchés quelques samedis. Alors là, mes collègues marchands vont me détester, parce que c'est temps-ci, j'y suis pas. C'est sous le marché que j'ai pris une leçon. C'est-à-dire que sous un marché, en fonction de la taille du marché, plusieurs marchands vendent les mêmes produits. Enfin, les mêmes produits. Mêmes produits, on va dire, d'appellation. Ce qui va faire qu'un client va venir acheter là ou là, c'est son rapport soit avec la marchande ou le marchand, ou le produit, ou la qualité du produit, pour X raison. Et voir toutes ces personnes qui font exactement, ou presque exactement la même chose, rassemblées au même endroit et que tout le monde réussit à vendre et à écouler sa marchandise, je me dis, mais là, on est cloîtré sous un carré de marché, on arrive à le faire, et dans la vraie vie, on n'arrive pas à le faire. Et on est cloîtré sur la même planète, on est cloîtré sur la même île. Et en plus, je suis sûre, sur le marché, c'est dans la bonne humeur. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'il y a une fausse compétition. C'est-à-dire que chacun veut vendre, mais personne n'est là pour vendre au détriment de l'autre. Même si il peut y avoir quelques altérations, pour ci ou ça, mais ça n'a jamais vraiment de rapport avec le fait de tu m'as pris mon client et ci et ça. Non. Chaque client vient voir son marchand, sa marchande. Je et fais ça le fonctionne. marché aussi le samedi au Gros Monde de temps en temps. Et c'est vrai que je suis charmée par ça. Il y a plusieurs marchands. Ils vendent pour certains produits, c'est les mêmes. Bon, pas du même endroit, mais c'est les mêmes, comme tu disais, la même appellation.
Mais c'est une ambiance, c'est mon plaisir de monter sur le marché du Gros Monde le samedi. C'est une ambiance, il y a de la fraternité, de la solidarité. Par exemple, des fois, hein, celui que j'aide, il n'a pas un produit. Ben, une telle, tu as, va voir, peut-être qu'il y a, je suis sûre qu'elle a, va voir. Il appelle l'autre du bourg, machin, tu as ça pour ma cliente, ok. Mais quand tu pars, passe dans le bourg, il a ça pour toi. Et tu te dis, non mais sérieux, ils font la même chose. Si lui, il était tout seul, ben bien sûr qu'il se ferait plus de thunes. Bon, la logique, tout le monde viendrait chez lui parce qu'il n'y a pas les autres. Mais pour autant, il s'entraide, ça fonctionne. Tout le monde mange pour rester dans le... Il se ferait plus de thunes. Tout le monde mange. Tout le monde s'en sort. Quand il n'est pas là, ben les autres, le samedi d'après, mais où est-ce que tu étais? Tu as manqué à tout le monde et machin et ainsi de suite. Il y a réellement une solidarité. Il y a un yon à l'autre alors qu'ils font tous la même chose. Donc, comme Christophe disait... C'est notre conception. Ouais, c'est notre manière de voir les choses. Et à travers cette manière-là, on sent la solidarité. Et il y a de la place pour tout le monde, comme je disais. Vu qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est pas la peine de machin l'autre. Ben, bon, exactement, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ben, l'esprit, là. Non, en plus, on est là pour progresser, on est là pour évoluer. Donc, ça passe par cette prise de conscience-là, ça passe par des jeunes, j'ai envie de dire, qui prennent leur responsabilité de se dire que nous, on est sur une île, on a des possibilités, et donc si par exemple on ne prend pas à bras le corps notre terre, notre travail, notre terre tout d'abord, cet appel à la terre, eh bien, qui a fait nous? Exactement ça. Et les gens qui sont venus faire ils ont dit qu'il a dérangé. Il était là, il partait à sa vie. Hein. Donc voilà, comme on dit, il faut prendre ses responsabilités, surtout si tu as cette sensibilité. Donc c'est déjà... Non, c'est bien. J'espère que vous apprenez également de cette thématique aujourd'hui. Peut-être cette émission-là aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et j'espère que ça vous suscite certaines idées. Certaines personnes qui nous regardent là, parce qu'on est tous perdus à travers un peu cette société. On se recherche un petit peu, on cherche l'utilité. Comme tu disais, toi, tu voulais accomplir cette mission qui t'était dotée, tu as sorti là, tu as animé en un an, je dirais. Exactement. Donc, non, ça fait plaisir. On va bientôt arriver vers la fin de l'émission. Comment on fait pour te contacter? Déjà, avant de dire comment on fait pour te contacter tout, comment tu as trouvé Tchoupoutette? Parce que c'était ta première télé, moi, je me suis dit, bien. Tu as vu, ça s'est bien passé. Oui, passé. Oui. Donc, comment tu trouves Tchoupoutette? Dis-nous tout. Alors, c'est Naoui qui m'a permis de connaître Tchoupoutette. J'avoue que pourtant, la télé tourne souvent sur Zouk TV avec mon papa. Mais ces derniers moments, je crois que j'étais vu à la télé, mais c'était pas Tchoupoutette, il me semble. Et quand j'ai regardé les émissions, j'ai dit, tiens, ça, il touche un truc intéressant. Il touche un truc intéressant parce que j'ai trouvé que ça repartait un petit peu de la base. Parler de l'eau, parler de la terre, parler de... C'était quoi, je crois, il y avait les graines. Avec Jonathan Lery. Et en plus, partir d'une base différente de celle que les gens connaissent. Partir sur des jeunes, entre guillemets, oui, ils sont jeunes, qui reprennent un peu les choses à la base. Graines pays, le gars, il promeut quand même les graines d'ici, graines locales. Du coup, quand j'ai regardé ça, d'habitude, des fois, je regarde des trucs et puis j'avance un peu par-ci par-là. J'ai réussi à tout regarder. J'ai dit, tiens, ça, c'est intéressant. Parce que ça donne ni trop d'informations, mais suffisamment pour aller chercher et se dire, tiens, ils ont parlé de ça, je vais me renseigner sur ça. Et c'est ça le plus intéressant, je trouve. C'est-à-dire que en général, quand on donne tout aux gens, ils ont l'impression de tout savoir, et ils font rien, en fait. Et quand il faut aller chercher un petit peu, ça force à aller chercher plus loin que là où il se serait arrêté, c'est le tout vu. Donner des pistes de réflexion, Donner des pistes de réflexion, c'est exactement ça. Donc c'est une émission que je vais regarder, de toute façon, maintenant. Ne t'inquiète pas, j'attends mes pitayas. J'ai envie de te dire, si tout se passe bien, il n'y aura pas que des pitayas dans les... Comment on fait pour te joindre? Est-ce que je vais donner mon numéro ici? Bonne question. Tu peux donner ton Instagram, si tu veux. Je vais donner j'ai un Insta perso. D'accord. D'ailleurs, ce Insta qui est surtout dédié aux plantes. D'accord. J'en ai un deuxième qui est dédié à un autre produit, mais ça, c'est pas encore le cas de le moment d'en parler. Et c'est Le Vrai Tof. Le Vrai Tof. Levrai, plus loin, Tophe.
T-O-P-H-E. Voilà, Le je vous vrai préviens, top. pour l'instant, je n'ai pas grand-chose enfoui. Je fais des photos, histoire de montrer l'évolution. Mon cas senti au Kagoumé, mon cas senti au combat. Oui, Donc, oui, voilà. oui, et c'est- En plus, il y a cet amour-là de la terre. Donc, c'est déjà primordial. C'est ça. Déjà, si tu as cet amour-là de la terre, c'est déjà. On sent ce côté vrai. Donc, voilà. Je t'encourage au maximum. Merci beaucoup. Naoui. Alors, moi, contente de retrouver le plateau, puisque ça m'a manqué pour l'émission de la fois dernière. Émission, comme toutes les autres, très enrichissante. J'ai aimé l'approche de Christophe. J'ai beaucoup aimé, on n'a pas pu, je voulais rebondir sur l'aspect vibratoire où il communique, parce qu'en science, on montre que la communication, elle est réelle, c'est scientifique, ces choses commencent à être prouvées scientifiquement. Et donc voilà, j'étais sur un petit nuage pendant toute l'émission, je l'ai trouvé génial. J'ai senti ça. Mais j'espère que vous avez apprécié, mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Le rendez-vous est pris pour la prochaine Choupoutette de Jassam. Bonne soirée à vous.